Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend, même au fond? Ouais, super. Alors je m'excuse par avance pour les couleurs qui seront affichées là-haut. Si vous n'arrivez pas à lire le texte, dites-le moi parce que ça affiche des couleurs un petit peu bizarres. Aujourd'hui, je propose de vous parler d'Istio. Istio, c'est un jeu de composants, de containers qu'on va installer sur Kubernetes pour créer un service mesh. Tout ça, ça fait beaucoup de buzzwords. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Je vais plutôt vous expliquer ce que j'essaie de faire. Mais avant ça, je vais vous poser quelques petites questions. Qui utilise Kubernetes ici? Qui connaît les Docker ou utilise Docker? Okay. A priori, on est dans la bonne salle. On va pouvoir, vous allez pouvoir comprendre ce que je vous raconte. Donc moi, en fait, je suis juste un développeur web. Et j'essaie de créer une petite web app. C'est un petit jeu qui va afficher le descriptif d'un produit Google Cloud Platform, et puis qui va afficher deux logos. Et puis l'utilisateur va devoir cliquer sur un logo, et on lui dira « Super, tu connais bien tes logos, et tu as trouvé la bonne réponse, ou bien non. » Voilà, ça c'est l'application que j'essaie de déployer. C'est basé sur des microservices, je crois qu'il y en a 4 ou 5. J'ai fait ça un petit peu compliqué exprès. Et on va déployer ça sur Kubernetes, d'accord? Et donc, on va faire ça tout de suite. Ici, je suis dans un répertoire où j'ai tous mes sources. Alors là, le bleu, vous n'allez pas très bien voir, mais bon, en gros, il y a tous mes petits microservices qui sont là, tous les sources. Et puis, je les ai listés, tous ces fichiers, dans un fichier qui s'appelle Scaffold. Scaffold, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser quand vous faites du Kubernetes. Je ne vais pas en parler trop aujourd'hui, je vais juste l'utiliser. Ce qui est intéressant avec Scaffold, c'est que si je fais Scaffold Run, ça va construire toutes mes images de tous mes microservices, ça va taguer toutes les images, ça va modifier tous les fichiers YAML Kubernetes et ça va parler à Kubernetes, ça va déployer tout ça. Et à un moment donné, j'ai mon site web qui doit être déployé à droite. Alors on va attendre que ça se déploie, parce que le temps qu'ils sont... Ah, ça marche! Ah, d'après vous, alors, find the logo for logging. Logging, bon, ça a l'air d'être logging, ça. Non. Ah, petit souci. Ah, parfois ça marche pas. En fait, on m'avait prévenu qu'a priori, il y aurait un bug pendant la démo. Donc j'ai préféré le faire dès le début plutôt qu'à la fin, d'accord? Donc là, j'ai une application, a priori, on m'a donné les sources, mais il y a l'air d'avoir un bug dedans. Et j'aimerais bien qu'on essaie de débugger ça. J'espère que ça va bien se passer. On va aller voir un petit peu plus en détail dans la console de Chrome ce qui se passe. Ce qui se passe de temps en temps, c'est qu'il y a cette URL-là qui correspond à un des microservices qui a l'air de répondre une... Parfois, ça fait une erreur 500. Parfois, ça fait du JSON. Ah, bon, ok. Je vais vous le montrer même avec un curl, c'est plus lisible avec un curl en fait. Quand on fait curl de l'URL, parfois c'est une erreur 500, parfois c'est du JSON. Donc a priori, mon problème il est là, mais je ne sais pas trop dans quel service, je ne sais pas trop ce qui se passe. Comment je vais faire pour débugger tout ça en fait? Alors, je crois qu'on peut dire déjà qu'on a un problème, okay, parce que si on veut finir la démonstration, il va falloir corriger le problème. Mais heureusement, enfin je ne sais pas si heureusement d'ailleurs, ça serait bien si on avait une plateforme qui nous donnait de la visibilité, une plateforme qui nous montrerait quels sont les services qui sont appelés, à quel moment, par quel utilisateur, à travers quel service je passe pour rendre la page à mes utilisateurs. Je pourrais voir les différents endpoints HTTP qui sont appelés avec les codes d'erreur, ça serait super bien. Et alors avoir des traces distribuées, vous savez, l'utilisateur se connecte à ce service il parle à ce service, qui parle à ces services. Ça serait super d'avoir ça, et Kubernetes, ça fait pas ça. Ça fait pas ça. Ça fait pas ça. Alors Kubernetes, c'est bien pour déployer vos applications. C'est bien pour déployer vos applications à base de microservices. Mais en général, à partir du moment où vous les avez déployés, petite période de douleur commence. Qu'est-ce que j'ai déployé déjà? Dans quelle version? Mais c'est où? Mais j'en ai combien de versions en parallèle de cette appli? Et quand mon utilisateur il se connecte ici, il parle à quel service? En fait, avec Kubernetes, vous n'avez pas tout ça. Mais ce n'est pas très grave, parce que Kubernetes, c'est aussi une très bonne plateforme que vous pouvez étendre. Vous pouvez installer d'autres composants par-dessus qui vont rajouter des fonctionnalités à la plateforme. Des fonctionnalités comme celle-là. Et c'est là qu'intervient Istio. On va mettre ça un peu plus gros. Ouais, l'image ne veut pas zoomer, donc on va faire non. Istio, c'est le jeu des petits composants en vert ici. Alors, c'est écrit petit pour vous, je pense, là. Mais il y a plein de composants en fait, que vous allez faire tourner sur Kubernetes et qui vont étendre la plateforme.
ça va rajouter des types de ressources, des types d'objets, des types de configurations à Kubernetes que vous allez pouvoir utiliser vous en tant que développeur. Mais ça va aussi rajouter plein de services qui vont rajouter la visibilité dont je vous ai parlé, qui vont rajouter les traces distribuées, qui vont rajouter plein de dashboards et de monitoring. Et comment ça fait ça en fait, Kubernetes, Istio? Et bien Istio, dans chacun des pods, vous savez ce que c'est qu'un pod dans Kubernetes, c'est là où tournent mes conteneurs. Hein. Là où tournent mes conteneurs en bleu, et bien Istio va injecter un petit proxy HTTP dans chacun des pods. Ce proxy s'appelle Envoy. Hein. C'est quelque chose qui est pas forcément, qui existait avant Istio, mais que Istio utilise. Et en mettant ce petit proxy dans chacun des pods, eh bien Istio va garantir que le trafic depuis mes utilisateurs vers mes services ou de service à service, il va être intercepté par ces envoys, hein, un peu comme ça. Et à chaque fois que du trafic rentre sur un service ou sort d'un service, il passe par ce envoy. Hein, et ce envoy, il va rajouter des fonctionnalités. Il va tracer quels sont les endpoints qui sont appelés. Il va remonter des métriques pour dire, tiens, voilà, tel service, il a l'air de parler à tel service, etc., etc. Et juste avec ce petit mécanisme comme ça d'injection d'un proxy dans chacun des pods, qui capture tout le trafic entrant et sortant de mes services, eh bien Istio va être capable de rajouter énormément de fonctionnalités à Kubernetes. Et en plus, ces petits envoys, ils vont envoyer des informations à d'autres composants qui tournent grâce à Istio. Istio va lancer des composants qui s'appellent Grafana, Service Graph, Zipkin, Prometheus. Les petits envoys, ils renvoient des informations à ces composants-là, et ces composants-là, ils vont nous aider. C'est clair, ça? Ouais. Le pattern, comme ça, il est assez simple. Hein. C'est le pattern façade ou sidecar. L'idée, c'est un petit container bien configuré dans chacun des pods. Hein. Ça peut être la porte d'entrée à des fonctionnalités super avancées. Alors, on va commencer par essayer de visualiser, mais qu'est-ce qu'on a vraiment déployé sur ce cluster? Je vous ai montré des sources, je vous ai montré un fichier de config. Ça se trouve, il y a des erreurs partout. Je me suis planté dans ma config, ça reste du YAML. Hein. Qu'est-ce que j'ai vraiment déployé? Et donc, dans les petits carrés verts que je vous ai montré tout à l'heure, il y en a un qui s'appelle le service graph. On va s'y connecter en fait, avec une commande un petit peu magique. On va ouvrir un tunnel sécurisé vers le service graph. Et puis, ça nous montre que, pas du tout, parce que je parle un petit peu trop, je vais renvoyer un petit peu de trafic sur mon jeu, là. Et alors, si ça ne marche pas, ça va être l'effet démo assez intéressant. Ah, voilà. J'ai eu le même bug la semaine dernière, donc ça commence à devenir un peu moins drôle, en fait, au bout de la deuxième fois. Et quand j'ai eu ce bug-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéployé mon application, et on va dire que ça a presque fonctionné. Alors, je vais le faire devant vous. Si ça ne marche pas, ça ne va pas être drôle, je vous rassure. Mais comme j'ai dit la dernière fois, j'ai fait cette même présentation au boss de mon boss, ça a bien marché. C'était plus important que vous. Pour ma carrière. J'ai pas fait quoi? Tac, tac, le tunnel. Il y en a qui suivent, merci les gars. Tac. Ah, voilà, ça marche pas. Alors on va refaire ce que j'ai fait aussi la dernière fois que je l'ai refait retomber en marche. J'ai réinstallé Istio. Super, j'avais vraiment envie de faire ça. Istio, c'est juste des conteneurs qu'on va lancer sur le Kubernetes. C'est pas très grave. Hein. Et puis après, je vais redéployer mon application. Normalement, après, je vous rassure, ça fonctionne. Hein. Par contre, maintenant que ça me l'a fait 2 fois de suite, je vais peut-être m'inquiéter un petit peu de savoir ce qui se passe. Allez, on va croiser les doigts. On va mettre un petit peu de trafic. Ah, ça va pas être drôle. Hein. Ah, ça va vraiment pas être drôle. Ah si! Oh, ouais! Je vais faire le tour du bureau quand même parce que c'était sympa. J'aime bien me mettre un petit peu d'adrénaline comme ça dans le sang. Donc ce qu'on voit ici, c'est tous les services qu'on a déployés, mais les vrais services qu'on a vraiment déployés. Parce qu'en fait, comme le Envoy va capturer tout le trafic qui part des services, qui va vers les services, il sait quel service parle à quel service et en quelle version. Vous voyez ici le nom de mes services, ils sont là. Hexagon UI, c'est à moi. Hexagon Game, qui parle à la ref, qui parle à la DB. Tout ça, ça a l'air de correspondre à ce que moi, j'avais conçu dans mon application.
Donc le trafic qui vient d'utilisateurs inconnus, qui passe par le système d'ingress, ça c'est le point d'entrée sur mon cluster, et qui va à travers tous ces services. Et j'ai même ici le nombre de requêtes par seconde moyen entre ces services. Ça, c'est assez intéressant. Ça me permet en tout cas de vérifier que quand j'ai cette URL-là qui ne marche pas, /game, ça parle à lui, là, a priori, l'erreur, elle est soit là, soit là, soit là. A priori, ça a l'air de bien se comporter. C'est ce qui sert les pages HTML statiques, tout ça. Donc ça a l'air d'être bon. En tout cas, ça m'aide à comprendre que j'ai bien déployé ce que je voulais et qu'a priori, le problème, il se passe dans la partie basse. Okay. Déjà, est-ce que ça, c'est intéressant, ce service graph pour vous? Ouais. On dit souvent que... tu as une question? Ouais. Oui, c'est en quoi le graphe nous dit que l'erreur n'est pas au niveau de lui, mais en dessous? Non, il nous aide à éventuellement le penser. Moi, je sais que /game, ça parle à game. Hein. Donc voilà, c'est juste que je sais qu'a priori, game, il parle à un autre, puis un autre. Donc c'est dans ce paquet-là que ça ne fonctionne pas. Mais ça pourrait pas fonctionner ailleurs. C'est pas sûr et certain, effectivement. C'est juste que c'est intéressant de voir un petit peu ce que j'ai vraiment déployé. En particulier, quand on a déployé plein de microservices, au bout de la première semaine, on se dit mais je ne sais plus trop ce que j'ai déployé. Et puis là, j'ai la V1 qui parle à la V2. C'est pas ça que j'avais fait, c'est bizarre. Là, ici, au moins, on peut valider que ça fonctionne bien. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On a un autre service qui tourne dans Istio, qui est un service qui va servir des dashboards Grafana. Grafana, il va récupérer ses données depuis Prometheus, qui tourne sur Istio aussi, et qui va récolter depuis tous les envoys quelles sont les URL que j'ai appelées sur mes endpoints HTTP, gRPC, etc. Et donc ça va remonter, je vais pouvoir les voir dans un dashboard. Grafana. Donc quand je démarre Grafana, ça me donne quelque chose comme ça. Ça, c'est assez intéressant déjà. C'est si j'installe Istio sur mon cluster, j'ai cette vue-là. Donc j'ai en gros le volume global de requêtes vers tous mes services, entre tous mes services. Le taux de succès global, ça veut dire le nombre de pages qui ont répondu, le nombre d'endpoints qui ont répondu autrement qu'avec une erreur 500. Le nombre d'erreurs 400 et le nombre d'erreurs 500. Donc ça, c'est cohérent déjà avec ce que j'ai constaté, c'est que moi, j'ai les erreurs 500 de temps en temps. La ligne d'en dessous, en fait, c'est le détail par service. Vous voyez pas trop, c'est écrit petit, mais pour chaque service, j'ai une couleur et je peux voir le volume global vers ce service, le taux d'erreur, etc., etc. Et puis en dessous, j'ai le détail de service à service par version de chaque service. Donc ça va vraiment donner des détails assez importants. On ne va pas aller tous les voir. On va regarder celui-là. Celui-là, il est intéressant. Ça va me donner, donc le taux de succès par service. Et là, ça va répondre mieux à ta question. Quel est le service qui me renvoie vraiment une erreur 500? Alors, on va envoyer un petit peu de trafic dessus avec la bonne vieille technique de la boucle while. Donc là, je vais faire des curls. Il y en a certains qui sont en erreur et certains qui marchent. Et normalement, à droite, si tout se passe bien, si les couleurs sont avec nous, on devrait voir des couleurs. Ouais. Une fois comme ça m'est arrivé de faire une présentation sur Docker et je faisais un déploiement d'une V2, d'une application en live. Et la V1, elle avait un fond noir, la V2, elle avait un fond rouge. Et je fais tata. Et là, personne ne voyait pas la différence parce que ça s'affichait toujours en fond noir, même avec un fond rouge. Pas sur mon écran, mais sur l'écran là. Bon, c'était marrant. Donc là, on voit voilà notre trafic, on va l'arrêter. On va l'arrêter, on va zoomer un petit peu. Et donc, ce qui se passe, d'après Grafana, c'est que mon service tout là-haut, qui est orange, qui est mon service de référentiel, il répond bien 100% des cas. Et puis en dessous, le game, l'UI et l'ingress répondent mal dans 50% des cas. Alors, si on se rappelle bien, le game, il appelle le ref, il se comporte toujours bien, le game, il est en erreur, donc a priori, c'est lui et au-dessus que ça ne fonctionne pas bien. En tout cas, vous avez vu, j'ai une visibilité vraiment au niveau L7, au niveau HTTP, je peux voir ce qui se passe sur mon cluster, sur mes services. Les tags ici qui sont remontés par Prometheus, c'est vraiment les noms de mes services, leur version. On est vraiment là dans une vision qualitative de ce que j'ai déployé. On n'est pas là en train de dire cette machine, il y a 30% de CPU, ou ce conteneur, il utilise 12 gigas de mémoire. On voit vraiment la communication vers les différents services. Je trouve ça intéressant. Ouais, un peu. Il y en a 3 au moins, ça fait bien. Ah, 5, c'est des amis. Alors on peut aller un petit peu plus loin, et toujours pour affiner la même question, mais où est mon bug?
on va utiliser un composant que j'ai fait tourner sur Istio qui est Zipkin. Zipkin, en fait, l'idée, c'est d'être capable de suivre d'avoir une sorte de numéro colissimo, un numéro de suivi sur les requêtes de mes utilisateurs et savoir à travers quel service ils passent. Donc l'idée, c'est qu'un utilisateur se connecte, il va se connecter à un service. Là, il y a le petit envoy de Istio qui va mettre un petit numéro de suivi dans les headers HTTP. Et puis si mes services, quand ils s'appellent entre eux, ils mettent tous les headers qu'on leur a donnés en entrée, eh bien, on va être capable de suivre l'appel entre tous les services. Ce qui est intéressant, c'est qu'en le faisant comme ça avec Istio, j'ai finalement quasiment 0 modification à faire dans mon code pour voir ces traces distribuées. À partir du moment où les headers qu'on me donne, je les repasse quand moi j'appelle des services sur mon cluster ou ailleurs, ça va fonctionner. On peut utiliser soi-même les librairies Zipkin ou OpenTracing dans nos applications. C'est plus compliqué. On peut avoir comme ça un niveau de détail beaucoup plus fin et mettre des petites traces dans chaque méthode et des choses comme ça. Là, l'idée, c'est qu'on l'application telle qu'elle, non modifiée, je vais avoir les traces distribuées. Pour ça, je vais me connecter sur un autre service qui s'appelle Zipkin. Zipkin. Donc, par exemple, Zipkin, vous voyez ce que je vois ici, c'est que je suis capable de dire, tiens, montre-moi les traces depuis le service d'ingress. Je voudrais voir les différentes traces. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu on va refaire quelques petits curls. Il y en a 2 qui marchent, un qui ne marche pas. Et on va refaire les traces. Donc, normalement, je devrais, si tout se passe bien, à un moment donné, voir des traces bonnes. Non, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Ouais, bah, je vais en créer d'autres. Allô? On va rajouter des traces. C'est pas mon jour aujourd'hui. Ce que je voudrais vous montrer, bon là on voit celle qui ne marche pas, mais je voudrais montrer celle qui marche. Shortest first. Voilà, super. Il faut juste apprendre à utiliser l'outil. Vous voyez ici ce que je vois, c'est en bleu les traces qui ont résulté, qui sont terminées avec une erreur, enfin une réponse 200, enfin non 500 en fait à mes utilisateurs. Donc il me dit ici qu'il y a 5 spans, ça veut dire qu'en fait il est passé dans 5 microservices. Pas forcément 5 différents, mais il y a eu 5 appels de microservices. Et puis ici, pardon, j'ai mal cliqué, quand ça ne se passe pas bien, il y en a 24. Alors on va aller voir un petit peu celui où ça se passe bien, 5, on va zoomer. Donc là il me dit bien que l'UI a été appelé, l'UI a appelé /game, /game a appelé /ref 3 fois. Vous voyez, je vois bien les URL ici. En fait, il a appelé le service référentiel pour avoir count. Donc ça, c'est pour avoir le nombre d'hexagones. Ensuite, il a dû prendre un hexagone au hasard et donc il a demandé le 40e hexagone. Et puis, il a demandé le premier hexagone. D'accord? Et donc, en tant qu'utilisateur, j'ai vu le premier hexagone, le 40e hexagone. Il m'a montré un nom et j'ai pu choisir. Ça s'est bien passé a priori. Alors, quand ça ne se passe pas bien, il y a apparemment 24 services qui sont appelés. Ça ressemble à ça. Donc l'UI a été appelé, qui a appelé le game, qui a appelé plein de référentiels qui sont tous bien comportés, ont renvoyé tous des réponses avec des erreurs, pas d'erreurs. Par contre, le game, à un moment donné, il a dit, bah, tiens, avec ces informations, je ne sais pas quoi en faire, il a renvoyé une erreur qui a été renvoyée à l'UI. Et là, je vois bien que le problème, il a l'air d'être ici. En tout cas, on le voit à la surface ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien appelé /count, donc combien il y a d'hexagones. Ensuite, j'ai récupéré le premier hexagone, /0, et puis le premier, et puis le premier, et puis comme ça, 24 fois, et au bout d'un moment, il a dû abandonner, il a dit bon, je ne sais pas t'afficher 2 hexagones différents. Donc quelque part, dans son mécanisme de random, ou je ne sais pas quoi, il a dû se planter. Et donc, je vous propose qu'on aille voir le code dans Game qui fait ça. Mais a priori, Zipkin, ça nous a bien aidé à nous mettre sur la voie, là. Encore une fois, sans modification de mon application, j'ai juste installé Istio sur Kubernetes. Pof, on va dézoomer ça. Tac. Alors, je vais vous aider pour le debug. Voilà le code source de mon application. Ça, c'est le code source du référentiel. Ça fait des appels à Postgres dans un autre service. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, là, voilà, je vous ai laissé un petit commentaire. C'est facile. Hein, il y a un bug. D'accord ? Il y a un bug, donc de temps en temps, ça me dit il y a 0 hexagone. Enfin, il y a un hexagone. Alors, il essaie de prendre le premier, contre le premier, et puis bon, il a du mal. Au bout d'une vingtaine, il arrête. On va corriger ça. Hein. Alors, moi, j'aime bien corriger ça dans VI, c'est plus marrant.
Voilà, j'ai enlevé le code qui ne va pas bien. Je rebuild. Et là, bof, ça build. Comme disait l'autre, si ça compile, ça marche. On y va, on met en prod. On met en prod. On y va. C'est bon, vous êtes d'accord? Non, parce qu'on n'a jamais vu que quand on corrige un bug aussi petit, ça introduit un autre problème. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. Donc on y va. Non? Je sais pas, il y en a quelques-uns qui n'ont pas envie là dans la salle apparemment. Non? Bon, il y en a, ça a l'air de rappeler des mauvais souvenirs, hein, j'ai l'impression. Des trucs enfouis, très très profonds. Bon, alors, je vous propose que pour une fois, on ne va pas mettre en prod. On va essayer d'utiliser Istio pour peut-être déployer ma nouvelle application à la façon non Chuck Norris, on va dire. D'accord? Donc on va essayer de contrôler ce qui se passe quand je déploie ma nouvelle version. Est-ce que je suis capable de la déployer seulement sur, par exemple, un subset de mes utilisateurs, hein, monitorer ce qui se passe, et si ça a l'air de bien se passer, à ce moment-là, on va peut-être étendre à tous les utilisateurs. D'accord? Une bonne technique pour faire ça, c'est de faire ce qu'on appelle un canary deployment, toujours pas, canary deployment. L'idée, c'est que mes utilisateurs là-haut en rouge, tous les utilisateurs, ils vont passer à travers tous mes services en version 1. Et puis, si je m'appelle David, ça tombe bien, je vais avoir droit au service qui est corrigé. D'accord? Tous les autres services, donc UI, Ref et DB, seront les mêmes que ceux que j'ai en prod. Par contre, rien que pour moi, le service game va être appelé. Ça, comment c'est possible avec Istio? En fait, Istio, lui, il va capturer le trafic sortant des services. Et au moment où le trafic sort, il va choisir le routing au niveau du service, dans le pod. Donc il va dire, tiens, ça c'est David, je le sais parce qu'il y a son nom dans les headers HTTP, et donc lui, je vais l'envoyer vers le service corrigé. Ça, c'est pas David, je l'envoie vers le service de production. Pour ça, là, on va vraiment utiliser Istio, on va configurer Istio. Pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est en gros 0conf, c'est j'installe Istio et j'ai des outils de visibilité. Et là, je vais juste configurer Istio pour configurer ça, en fait. Ça, c'est un canary deployment. Donc, canary deployment, il me faut deux choses. Il faut déployer une version corrigée du service game et configurer Istio. Donc, pour ça, on va avoir deux fichiers. Ça, c'est le fichier YAML classique pour déployer ma version corrigée de mon hexagone. Donc, ici, j'ai le nom de l'image. J'ai mis des petits labels pour dire ça, c'est la version corrigée. D'accord? Ça, c'est un copier-coller de quand j'ai déployé ma V1, j'avais le même fichier, mais avec une autre image. Et par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une route rule. Donc, c'est une règle de routage dans Istio. Et l'idée, c'est que Istio a étendu Kubernetes pour supporter des nouveaux types de YAML, hein, parce qu'on n'a jamais assez de YAML dans la vie. Et donc, avec ces règles de routage, on va pouvoir configurer finement le routage entre les services. En l'occurrence, ce que ça dit ici, c'est quand la destination, c'est le hexagone game, en fonction des headers, si le user match David, à ce moment-là, on va changer la route pour que ça parle à la version fixe, la version corrigée de mon service. D'accord? Pour tous les autres, le routage classique s'applique, c'est-à-dire ça va parler à l'hexagone V1. OK? Donc je vous propose qu'on déploie ça. Donc pour ça, d'abord, je vais changer mon fichier pour qu'on déploie bien la version fixée. Donc là, je redéploie mon infra. En fait, tous les services qui étaient déjà déployés ne sont pas modifiés, mais là, il y en a un nouveau qui apparaît, et la règle de routage, elle est changée. Et on va essayer de voir si ça a changé quelque chose dans mes services. On va faire des petits curls encore. Donc ça, normalement, c'est la prod. Ça ne marche pas toujours, d'accord? Maintenant, si je suis David, ça devrait toujours marcher, fonctionner. Ouais, pas mal. Apparemment, ça marche bien pour David. On a au moins un utilisateur content, ou je ne sais pas combien il y a de David qui utilise mon logiciel en ce moment, mais bon. On peut même vérifier sur la vraie appli. J'ai une petite extension Chrome pour mettre des headers comme je veux. Donc, user David. Et donc là, on voit bien que mon application, à tous les coups, elle marche bien. Si je ne suis plus David, normalement, je retombe sur l'erreur de tout à l'heure de temps en temps, enfin souvent. OK? Cool. Ça marche bien pour David. Qu'est-ce qu'on fait? On met en prod. Ça marche bien pour David. On va mettre en prod. OK? Bon, les autres, on verra plus tard. A priori, il y a des utilisateurs qui sont contents et on ne sait pas si les autres ne sont pas contents ou pas. Bien sûr, vous imaginez bien, on peut faire mieux que ça.
On peut faire mieux que ça. Souvent, on déploie un correctif qui a l'air de bien marcher comme ça en pré-prod, et puis on a introduit un problème de performance, une régression de performance ou autre chose qui va se voir qu'à partir du moment où on le déploie en prod à tous les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, parfois, ils ont des drôles d'idées dans la tête et ils activent des chemins dans notre code que nous, en tant que testeurs, on n'a pas activés. Et souvent, j'entends des gens qui me disent « mais j'aimerais bien, moi, par exemple, capturer tout le trafic de mes utilisateurs pendant, je ne sais pas, 2 jours, et le rejouer sur mes services en développement. Ça serait bien, ça. Je pourrais tester des trucs, voir la couverture. Bon, ça serait sympa. Ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. L'idée, c'est qu'on va faire du traffic mirroring. En fait, on va envoyer tous nos utilisateurs à travers les services V1 de prod, mais on va aussi faire une copie de tout le trafic vers la version corrigée. Et on va vérifier si en prod, ça a l'air de tout faire tomber. Alors déjà, ça va augmenter quand même le trafic sur notre service, sur nos serveurs, parce que tout le trafic de tous les utilisateurs, il va passer dans 2 versions du même service. Mais au moins, on va voir s'il y en a un qui se comporte toujours avec un taux de succès de 100%. Enfin, on va pouvoir visualiser tout ça. Ça vous va, ça? Et ça, on va le faire en live. C'est-à-dire qu'on va juste changer le routage, et toutes les requêtes sont envoyées de façon asynchrone vers la version corrigée de mon service. C'est envoyé de façon asynchrone, comme ça, on ne va pas avoir d'impact vraiment sur la prod. Et en plus, on ignore les réponses. Ici, mon scénario de test, il n'est pas super, parce que toutes les requêtes vont arriver en double au service de référentiel. Donc si ça fait des accès en écriture à la base, tout ça, vaut mieux éviter ça, vaut mieux dire que game, en version fixe, il va mettre à la poubelle les requêtes, par exemple. Mais vous allez voir, ça fonctionne quand même pas mal. Donc on va mettre en place le traffic mirroring. Pour ça, on va changer les règles de routage. Les règles de routage, elles étaient dans mon YAML. Et on va activer ici ces petites lignes-là. Donc ici, vous voyez bien, quand on parle à l'hexagone game, on va activer du mirroring pour que ça l'envoie aussi au service qui est labellisé avec la version fixe. OK? Je redéploie tout ça. Hop. Et donc, on va essayer de lancer Grafana pour vérifier que déjà ce que j'ai fait, ça fait bien ce que je pense que ça fait. Ça, c'est toujours pratique. C'est un des trucs sympas avec Istio, c'est je vais pouvoir valider que ce que j'ai mis dans le YAML, ça s'applique vraiment. Parce que le YAML, c'est du code maintenant, donc on va faire des bugs aussi, il me paraît. Donc on va aller voir ici, par exemple, le détail par service. Ça peut être pas mal, ça. Ici, on a le détail par source et par version. Donc ça veut dire que je vais voir, en gros, le trafic qui va vers la V1, de l'UI vers la version fixe de mon game, ou de l'UI vers la version V1 de mon game. D'accord? Donc pour ça, on va faire toujours une simulation de trafic. Tac, tac, tac. Donc voilà. Mes utilisateurs, ils voient toujours des erreurs. Hein. Des erreurs, parfois ça marche pas. Mais ça, c'est normal. Eux, ils sont en train de parler à la V1. Mais toutes leurs requêtes sont dérivées en parallèle sur la version corrigée. Et moi, je vais aller voir comment ce service corrigé, il aurait répondu s'il avait eu les mêmes requêtes. C'est clair, ça? Ouais. Il y a juste à attendre que ça s'affiche avec les codes couleurs. Je le sens pas bien là, sur les codes couleurs. Ouais. Allez, on y croit. On va rafraîchir Grafana parce que Grafana, ça ne plante jamais. Tac. Voilà. Alors, non, j'ai dû oublier un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez ici, là, je vois mes requêtes vers V1 qui sont toujours avec un plantage de 50%, mais je ne vois rien vers la version fixe. Donc, est-ce que j'ai oublié de déployer tout ou pas? Non, je n'ai pas oublié de déployer. Je vais refaire un scaffold run, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais regarder si j'ai bien déployé la version corrigée. Là, on a l'impression que la version corrigée, elle ne répond pas. Là. Ouais, ce n'est pas gênant, parce que là, c'est en miroir, hein, donc normalement, ça devrait être bon. La version corrigée, elle a l'air d'être déployée. Bon, là, on doit être dans encore les démos, le démo God qui ne m'a pas bien suivi. Puis Grafana, il n'a pas l'air d'être non plus super en forme. Alors, comme je dis toujours, quand vous voyez ça, Istio, ce n'est pas encore version finale. Donc, parfois, il y a des bugs. Hein.
qui ne sont pas forcément dus à Istio d'ailleurs, parce que là, parfois Grafana, moi ça m'arrive très souvent, Grafana, je le rafraîchis parce qu'il part en vrac, hein, c'est du JavaScript. Hein. Là, en l'occurrence, oui, bah oui. Là, en l'occurrence, je ne sais pas ce qu'il me fait. On va essayer de voir un autre, dashboard. Hein. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on voit ici? Success rate, qu'est-ce que je vois là? Non, ça a l'air d'être bon. Ici, 500 par service. Et il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas bien par rapport à ce que j'avais prévu. Est-ce que vous voyez des choses, vous? Bon, c'est un peu petit pour vous, mais... Attends, on va reconfigurer. Je vais refaire ça. J'avais fait ça. Est-ce que je me suis trompé dans mes routes? Tac, 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 tac. Tout va bien. C'est ça, tout va bien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Hop. Allez. Bon, allez. C'est moins sympa quand ça ne marche pas. Hein. Parce qu'en plus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ça marche pour la séquence d'après, normalement. C'est mieux. Parce qu'on avait dit que ça fonctionnait. Ça peut pas être le Canary Deployment qui va couper le mirroring. Je pense que là, on a un winner. Non, mais j'ai pas le header là. J'ai pas le header, je fais pas ça. Normalement, c'est bon, mais normalement, ça fonctionne très bien. Mais on va supprimer Canary Deployment parce que tu as raison que on ne sait jamais. Tac. Normalement, non. Hein. Tac. Sinon, on va passer à l'étape suivante. On va voir si elle fonctionne. L'idée, ce qu'on aurait dû voir normalement, c'est une jolie ligne toute verte là-haut qui m'aurait indiqué que mon service fixe lui répond 100% des cas avec une erreur 200, un code 200. Il vient là, il arrive. Bravo. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, parce que ça a toujours bien fonctionné sans, mais là, on le voit, il est là. Ouais, merci. Tu vas gagner toute ma reconnaissance, je n'ai rien à donner. Hein? Une licence Istio, ouais, Istio c'est open source d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Tu as gagné une licence perpétuelle Istio. Tac, c'est intéressant parce que là, je ne saurais pas dire ce qui s'est passé. Mais effectivement, on voit bien que mon service fixe ici, il répondrait 100% du temps avec une réponse valable, alors que la version V1 est toujours avec un code d'erreur. Hein. Et donc, a priori, même si mes utilisateurs sont vicieux et font des actions que je n'ai pas autorisées, auxquelles je n'ai pas pensé, a priori, ce service, il a l'air de bien se comporter. OK? Super, génial. Donc là, je crois que vous avez bien compris, on va mettre ça en production. Parce qu'en fait, on a eu très peu de bugs en chemin. Hein, on y croit, ça va marcher. On va déployer tout ça au monde entier qui se presse pour jouer à notre jeu. Alors peut-être qu'on pourrait prendre une dernière précaution, parce qu'en fait, j'aime bien planter des démos. Donc on va planter une dernière démo. On va essayer de faire un vrai blue-green deployment où OK, on désactive le mirroring, on désactive le canary, et on va juste rediriger les utilisateurs progressivement vers cette nouvelle version corrigée, pourcent par pourcent. Ça, c'est des choses qu'on ne peut vraiment pas faire avec Kubernetes hein, et qui sont assez faciles à définir avec Istio. Avec Istio, on va dire 80% des utilisateurs vont parler à ma V1 et puis 20% vont parler à la version corrigée. On monitore tout ça et puis ensuite on change les poids et on remonitore et on voit que tout se passe bien. Ça vous va? Vous êtes prêts à une démo qui plante? Voilà à quoi ça ressemble en dessin. Jusque-là, les dessins, ils n'ont pas trop planté. Hein. On va vraiment pouvoir définir les poids entre les deux chemins possibles. Bien sûr, si vous avez plus que deux chemins, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué pour vous à visualiser tout ça. Mais le service graph peut nous aider. On va essayer de montrer le service graph tout à l'heure. Peut-être ça pourrait être intéressant. Allez, on y va. On va modifier. On va le modifier comme ça. Ça va nous éviter des petites frayeurs. On va modifier les routes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire, par exemple, on va désactiver le miroir, par exemple, déjà. Ça sera bien. Et puis ici, on va dire 80%, et puis ici, 20%. Ça vous va? Et on va envoyer du trafic.
Donc là, déjà, normalement, on devrait avoir un petit peu moins d'erreurs. Parce qu'on a 20% des utilisateurs qui vont parler à la version corrigée. OK? Et si maintenant, ici, je change ça, on va mettre 50%, OK, 50-50. Tac, là, ça renvoie à Kubernetes, ou pas. Tac, ça va le renvoyer à Kubernetes. Et là, on devrait commencer à avoir vraiment beaucoup moins d'erreurs. OK? Ça, j'ai 50% de mes utilisateurs qui parlent à la version corrigée. Allez, on y va. Soyons fous. On va passer à 0% sur la version V1. Et puis 100% sur la version V2. Pof. Ouais. Ça a l'air de bien se passer. Tous mes utilisateurs ont l'air contents. Si je rafraîchis et que je joue à mon jeu, Gelomix Platform. Ouais. Ah non, apparemment non. Je ne connais pas du tout ces trucs. Je ne suis pas très fort. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner et je crois qu'on peut dire qu'on est live. Ouais. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que on a pris mon logiciel bien buggé et puis grâce aux différents outils qui m'ont apporté de la visibilité, ça nous a aidé à comprendre. Ça ne remplace pas d'aller voir dans le code, mais ça nous aide à aller voir dans quelle version de quel service éventuellement j'ai un problème, ou en tout cas dans quel groupe de services. Ça rend la visibilité que nous amène Istio sans aucune configuration supplémentaire sur notre application. Quel que soit le langage qu'on a utilisé, si on fait du gRPC, du HTTP, ça va fonctionner. Ça va nous apporter des traces distribuées. On peut toujours faire mieux comme traces distribuées si on va toucher le code, mais déjà, sans toucher le code, ça nous donne une belle fonctionnalité. Hein. Et puis, ça nous permet de déployer avec le maximum de confiance notre application. On a vu Canary Build, Mirroring, Blue-Green Deployment. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. L'étape suivante pour vous, c'est d'aller voir Istio. C'est un projet open source qui est sur GitHub. Là, je suis sur la version 0.7.1 et on en a sorti la 0.8 il y a quelques semaines. Il pourrait qu'elle soit plus stable. A priori, la 0.8, il y a eu un énorme travail de stabilité et de performance. Et donc, je vous invite à essayer cette version-là. Vous pouvez l'utiliser comme moi, soit sur votre desktop en installant Minikube ou Docker for Mac ou Docker for Windows. Moi, j'ai installé ici Docker for Windows. Je ne sais pas si vous utilisez Docker for Windows ici. Ah, pas beaucoup. Docker for Mac? Ouais. Minikube? Ouais. Un, deux. OK. En tout cas, si vous installez Docker for Mac sur votre machine, ça vous donne Docker, bien sûr, mais en plus, vous avez une procédure d'installation de Minikube, de Kubernetes, pardon. Vous cliquez ici et boum, vous avez un Kubernetes avec un nœud que vous pouvez utiliser pour vos développements. Et donc, moi, j'ai installé Istio dessus, et c'est comme ça que j'ai fait toute ma démo, en fait. Ou alors, vous pouvez aller sur un cloud provider et installer Kubernetes. Par exemple, sur Google Cloud, vous avez GKE, c'est un Kubernetes complètement managé, vous pouvez installer Istio, bien sûr, par-dessus. Voilà. J'espère que vous avez des questions. Merci. Alors est-ce que c'est compatible avec n'importe quelle version de Kubernetes? Donc déjà, les versions récentes d'Istio nécessitent Kubernetes 1.9. 1.9, il doit y avoir ça maintenant dans les dernières versions d'OpenShift. Et ensuite, ça fonctionne sur OpenShift. Les ingénieurs de Red Hat travaillent aussi sur Istio pour s'assurer que ça fonctionne bien. Vous avez vu, effectivement, ça remplace l'Ingress, mais on n'est pas obligé d'installer ce composant-là. En fait, Istio, c'est très modulable. Il y a une bonne présentation d'un PM Istio chez Google qui fait Istio à la carte. Et il explique qu'on peut vraiment installer tous ces composants-là indépendamment les uns des autres. Pour la démo, on installe tout. Mais dans la vraie vie, on ne va pas forcément installer Zipkin et Service Graph et Grafana. Et ce que je ne vous ai pas montré là, c'est que la communication entre tous mes services, en plus, maintenant, il est en TLS, automatiquement. Parce que Istio, avec les Empty Envoy, va intercepter tout le trafic entre les services et va rajouter du HTTPS entre les services. Ce genre de choses-là, vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer. Mais sinon, ça marche sur n'importe quel Kubernetes. D'autres questions? Ouais.
Je ne connais pas bien New Relic, donc en fait, on va... Est-ce que quelqu'un connaît les deux? Alors, en tout cas, New Relic, a priori, c'est plutôt sur ce que j'en sais, c'est plutôt de la trace distribuée ou de la trace ou du monitoring. Ouais. C'est possible. C'est possible que, je pense qu'ils vont étendre la partie monitoring, trace, tout ça au container, ça ferait du sens. Par contre, là, l'idée d'Istio, c'est que ça fait ça, sans doute pas aussi bien qu'une New Relic, et ça fait d'autres choses, hein, et vraiment en mode natif Kubernetes. Donc, si vous êtes habitué à déployer des workflows des workloads sur Kubernetes, hein, ça va vous apporter plein de nouvelles fonctionnalités, de visibilité, de sécurité, etc. Et là, New Relic ne rentre pas vraiment en ligne de compte. Hein. Ouais. Oui, il y a d'autres concurrents. Donc déjà, vous pouvez faire ce genre de choses-là un peu à la main. Hein. Finalement, n'importe qui peut étendre la plateforme. Hein. Là, ça utilise Envoy, qui est un reverse proxy écrit en C++, bien configuré, avec d'autres composants, et Zipkin, Prometheus, Grafana, tout ça, c'est des composants qui existent déjà. C'est juste que si vous les configurez bien, vous mettez de la glue, bah, vous faites Istio. Hein. Il y a d'autres services mesh qui existent, comme, je ne sais plus le nom, un autre, ça va me revenir tout à l'heure, mais j'ai plus le nom en tête. J'avais une question, c'était est-ce que finalement tout ça introduit quand même un overhead sur l'infra? Ouais. Et en plus, les bugs ça arrive, et du coup il peut y avoir aussi des bugs qui sont dus à ce rajout. Du coup, l'approche c'est quoi? C'est tu le mets quand tu as un problème ou tu le mets tout le temps et quand tu as un problème tu l'as? C'est une bonne question. Alors, l'overhead, ils essayent vraiment de résoudre, de faire que cet overhead il soit minimal par rapport aux fonctionnalités que ça apporte. Par exemple, dans l'organisation Istio sur GitHub, il y a un projet qui s'appelle Fortio, je crois, où c'est la suite de tests de performance d'Istio. Et donc, ils ont essayé, entre la 0.7 et la 0.8, de vraiment améliorer et de diminuer l'overhead. Il existe toujours. Maintenant, l'overhead, c'est des serveurs HTTP, des proxys HTTP devant mes différents services. Enfin, le web fonctionne comme ça depuis toujours. Il y a des couches et des couches de proxy. Là, on en rajoute un. Bon, c'est pas non plus atroce. Par contre, si on commence à activer le Zipkin, le machin, le truc, il pourrait y avoir des problèmes. Sachant que le Zipkin, finalement, ça fait quoi? Ça rajoute 4-5 headers dans chaque requête. Ça fait rien de plus. Prometheus, en fonction du nombre de métriques qu'on collecte et sur combien de temps, là, ça peut ajouter de l'overhead. J'ai souvent vu des clusters effondrés par le monitoring alors que l'application se comporte bien. Ça arrive. Donc, moi, je préconise d'y aller par étapes, d'installer les briques une par une, si on en a vraiment besoin. Et puis, effectivement, Zipkin, on pourrait très bien l'installer que vraiment si on a un problème. Je pense que Prometheus, Grafana, c'est utile de les avoir quand même pour faire du monitoring en permanence. Et puis, le routing, tant qu'on ne l'utilise pas avec la config YAML, il n'est pas activé, quoi. Ouais. Par rapport au YAML, Ouais. Si, mais c'était une démo, là. Hein. C'était une démo. Ouais, non, mais c'est quoi le style que tu vas utiliser? Je sais pas pour, Ouais. Bah, en fait, le YAML, ce qui est bien, c'est que c'est du code, tu vas pouvoir le mettre en gestion de conf. Et typiquement, soit avec tes sources, soit dans un repo à part. Hein. Ça, tu peux le committer. Hein. Ce qui fait que tu fais tes changements, tu commits, tu fais un kubectl apply, ça va appliquer tous les changements, ça va réaligner la prod avec ce que tu as dans les fichiers. Donc, certaines ressources, certains déploiements ne vont pas être touchés, d'autres vont être modifiés. Et puis, si ça ne se passe pas bien, tu peux revenir d'un cran dans ton Git et puis refaire un kubectl apply. Ça, c'est la méthode qu'on appelle GitOps. C'est je stocke tout dans Git, toute mon infra elle est versionnée, hein, et Kubernetes s'adapte vraiment bien à ça. Vous avez vu, là, j'ai fait toujours Scaffold Run ou kubectl apply. Finalement, je ne me pose pas trop la question de qu'est-ce qui a été modifié dans mes fichiers. Hein. Je les réapplique. Mais du coup, tu fais pas, enfin, je veux dire, tu développes pas d'abord en pré-prod et après tu développes en prod. Tu fais ça quand même directement en prod. Ah bah non, tu peux faire ce que tu veux en fait. Ça va dépendre de la criticité de ta prod. Ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, tu peux dire, OK, bah, hop, cette version-là, je la rollback, je fais un canary build. Mais a priori, tu vas le faire plutôt en premier. C'est tu vas faire un canary build, ça a l'air de bien fonctionner, tu as pris de la confiance, tu déploies, tu avances, comme j'ai fait dans la démo là. Ce qui fait que si tu fais ça régulièrement, en général, ça va être un petit peu fatigant parce que ça va marcher souvent. Et puis parfois, ça va bien planter, tu seras content de l'avoir fait dans ce sens-là. Ouais. Ça marche avec gRPC?
Oui, gRPC, oui. Alors je dis oui, mais je ne l'ai jamais testé en vrai. Mais la doc, qui a toujours raison, dit oui. Ouais. Scaffold, ce n'est pas du tout le scope de Helm. C'est juste un outil en ligne de commande pour développer les applications que tu vas déployer sur Kubernetes. Donc là, moi je l'utilise pour mes démos, mais j'en ai pas besoin pour utiliser Istio, bien sûr. Là, c'est juste que ça a pris mes différents services, ça a construit les images Docker de chacun de ces services, ça a patché, ça les a tagués, ça a mis le tag dans les fichiers YAML, et ça a redéployé ces fichiers YAML, ça en une seule commande. Et il y a même un mode watch, je peux le lancer, je code dans mes microservices, et à chaque fois que je change du code, il va rebuilder, redéployer. En dev, c'est super pratique. Mais Helm, c'est plutôt des choses pour déployer des assemblages de conteneurs en prod ou en pré-prod. C'est deux use cases différents. Et d'ailleurs, Scaffold peut utiliser Helm pour déployer les applis. Ouais. Oui. Oui. Même d'ailleurs, sur la version 0.8, ils ont créé une config qui s'appelle Istio Demo et qui installe tout ce que j'ai installé là, en gros. Et ils veulent vraiment dire aux gens, ça, c'est une démo. Vous n'êtes pas obligé de tout installer. Dans les versions 0.7, en fait, je les installais à la main, une par une, Zipkin, Service Graph, etc. C'est vraiment modulaire. Ça, c'est chouette. J'aime bien ça, moi. Ouais. Normalement, on a déjà un ingress, donc j'ai pas bien compris s'il peut le remplacer par... Non. En fait, non, on n'est pas obligé de le mettre, l'ingress. Là, l'ingress, il est sympa parce qu'il sait faire toutes les règles de routage que tu vas être capable de faire au niveau des services. Il va aussi être capable de le faire au niveau de l'ingress. Donc ça veut dire que si tu dis, tiens, je fais du Canary Build, il va prendre les requêtes dès l'ingress et les envoyer vers les bons services. Mais sinon, après, il peut le faire avant de rentrer sur les services ou en sortie. Donc finalement, tu n'es pas obligé d'avoir l'ingress de Istio. Petite dernière question. Non? Super. Merci beaucoup.